Alexandre Peset, bonjour. Si je vous ai invité, c'est parce que vous avez créé une école, un institut, l'Institut de formation politique en 2004, et je voudrais qu'on en parle un petit peu. Donc est-ce que dans un premier temps, je peux vous demander de décrire cet institut de formation politique? Oui, c'est donc un institut qui est à destination des étudiants, des jeunes actifs, et depuis la semaine dernière également aux lycéens, qui accompagne tous ceux qui veulent s'engager dans la cité, qui veulent s'engager en politique, dans les médias, les associations, tous ceux qui ont soif de sens, eh bien, à se structurer sur le plan intellectuel, à acquérir aussi des outils pratiques pour pouvoir s'engager avec efficacité, mais aussi à rencontrer d'autres jeunes gens qui partagent leurs convictions, avec lesquels ils peuvent parler librement et qui eux aussi ont le souci de s'engager. Ils viennent de toute la France, ils ont toute forme d'engagement. Et donc, il y a une dimension formation intellectuelle et pratique, une dimension réseau, et puis une dimension accompagnement dans l'action. C'est-à-dire que l'Institut de formation politique continue à accompagner ses auditeurs, tous les étudiants qui ont fréquenté nos formations, et on les accompagne dans leur engagement, on continue à leur proposer des formations adaptées à leur âge, à leurs avancées professionnelles, et on continue comme ça à les mettre en relation aussi avec leurs aînés. Est-ce que l'Institut de formation politique a plutôt un bord choisi politiquement parlant? Alors, c'est une association qu'on a inscrite dans l'indépendance politique et partisane, dans le sens où on n'a pas de lien formel, organisationnel ou financier avec des partis politiques. En revanche, ce n'est pas une association neutre. Alors, on n'a pas un corps de doctrine, on n'est pas une école de pensée. On fait appel à des intervenants qui eux-mêmes sont irrigués pour certains par la doctrine sociale de l'Église, par le libéralisme, le conservatisme, le souverainisme, et j'en passe. Donc c'est pas une école du relativisme. Il y a pas deux intervenants qui interviennent avec des positions opposées sur un même sujet, mais chacun irrigués par leurs propres écoles, ont se complètent dans leur formation. Donc l'IFP, en revanche, identifie un certain nombre de mots, donc il y a une définition un peu négative, mot MAUX, en considérant qu'il y a par exemple trop d'interventionnisme de l'État, ou en tout cas l'État, il est fort là où il devrait être faible, et il est faible là où il devrait être fort, dans le régalien. On considère qu'il y a aussi une culture relativiste portée par mai 68 qui fait du mal à notre pays, et raffirmer un certain nombre de vérités, rappeler ce qu'est l'ordre naturel des choses, de l'homme, une définition anthropologique classique et réaliste de l'homme, et quelque chose aussi que nous portons dans nos formations. On voit aussi un autre de ces mots, MAUX, dont je parlais, c'est le multiculturalisme. Cette nouvelle idéologie qui veut faire cohabiter des peuples aux cultures, aux valeurs différentes. Et on sait que le multiculturalisme est multiconflictuel. Donc se débarrasser aussi de cette idéologie mortifère, c'est ce qu'on s'efforce de combattre à l'Institut de formation politique. D'accord. Est-ce qu'on peut dire du coup que l'Institut de formation politique est une école de droite entre guillemets? Le terme de droite peut correspondre, même si aujourd'hui le clivage droite-gauche a beaucoup bougé sur la question de l'Europe, sur la question du mondialisme, sur la question même de l'économie, sur la question de l'immigration. On voit bien que les sujets sont parfois un peu à cheval. Les réponses peuvent s'être trouvées à droite comme à gauche, mais clairement l'Institut de formation politique est plutôt de droite dans ses convictions, dans la philosophie qui lyrique, dans les formateurs qui interviennent, et comme une grande majorité des auditeurs. Alors, vous avez différents séminaires dans votre institut, de 3 niveaux, je crois, donc. Oui. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ces différents séminaires? Oui, il y a une porte d'entrée, donc nos séminaires ont lieu principalement le week-end, du vendredi soir au dimanche soir, ce qui permet à des jeunes gens, encore une fois, de toute la France, qui ont une activité professionnelle, une activité des études en parallèle, de pouvoir fréquenter l'IFP à leur rythme, et d'avancer là aussi en fonction de leur disponibilité, de leur envie, de leur maturité. Donc il y a un niveau 1, qui est un séminaire introductif, qui mélange cette formation intellectuelle et pratique, qui permet ensuite de s'ouvrir des portes et de continuer dans un cursus classique qui est niveau 2, puis niveau 3, il y a plusieurs séminaires de niveau 3, ou d'intégrer une des écoles de l'Institut de formation politique, qui sont des écoles professionnalisantes. D'accord. Par exemple, on a une école, on aura l'occasion peut-être d'en parler plus tard. Donc les modalités d'inscription pour ces séminaires sont assez libres. C'est dès qu'il y a des disponibilités chez certaines personnes, on peut à ce moment-là passer un week-end à l'IFP et se former un peu.
Exactement. C'est vraiment une formation à la carte. Et donc, dès que vous avez un week-end de disponible, vous vous rendez sur le site ifpfrance.org, vous regardez les différentes formations qui sont proposées et vous inscrivez à telle ou telle formation. Il faut prévoir de s'inscrire au moins 2 semaines à l'avance, puisqu'il y a toujours plus de candidats que de places, ce qui nous permet de sélectionner aussi ceux qui sont les plus motivés, les plus engagés. Et ensuite, le coût oscille entre 50 et 100 euros selon les types de formations. Ça, j'ai remarqué aussi, je trouve pas ça très cher, justement, pour un week-end entier. Ouais. C'est plutôt à la portée de quasiment tout le monde. Et justement, par rapport à ça, comment vous expliquez votre business model? Alors c'est vrai que le tarif est abordable. Depuis la création de l'IFP en 2004, on a souhaité le garder ainsi. Pour là encore, que les étudiants qui viennent de Toulouse, de Brest, de Poitiers, de Strasbourg ou de Lille puissent venir et que les transports, le logement ne soient pas des obstacles pour venir suivre les formations. Donc le tarif est raisonnable et on peut même aider ceux qui n'ont pas de logement à se loger à Paris. On trouve toujours des solutions pour essayer encore une fois, le budget de la formation ne soit pas rédhibitoire pour ces jeunes qui ont envie d'acquérir ces outils intellectuels et pratiques. Comment on se finance? Pour répondre à votre question du modèle de financement de l'Institut de formation politique, eh bien on l'a inscrit dès le début. On s'est posé la question à partir du moment où on ne souhaite pas recevoir de financement public, on ne souhaite pas dépendre des financements publics, on considère qu'il y a déjà trop de dépenses publiques, on ne va pas y participer nous-mêmes en demandant à ce qu'il y ait encore plus de dépenses. On se tourne forcément vers le financement privé. Ce financement privé, il pourrait aussi nous rendre dépendants si on avait un seul ou quelques-uns, une poignée de financeurs privés. Et donc, on a fait appel à une autre technique qui s'appelle le publipostage ou le marketing direct, technique qui vous pousse, en fait, dont le principe est d'écrire à des centaines, des milliers de personnes à travers la France et de leur présenter le projet et de les inviter à nous soutenir. Et de sorte que l'IFP, chaque année, écrit à 100 000 personnes. Sur les 100 000 personnes, il y en a à peu près 1000 qui vont répondre favorablement et qui vont accepter de parrainer la formation d'un étudiant. Donc tous les étudiants qui viennent à l'IFP sont en fait parrainés dans leur formation par un donateur. Et d'ailleurs, à la fin de chaque formation, ils sont invités à remercier ces donateurs qui ont rendu possible leur formation. Il y a aussi un parrainage à la fois générationnel, une compréhension des mécanismes selon lesquels rien n'est gratuit. Ils participent et ils payent à toutes les formations, mais grâce à ces donateurs qui sont souvent leurs aînés, eh bien, ils peuvent suivre des formations qui ne pourraient pas se payer, peut-être pour certains normalement. Très bien. Alors justement, on les a un petit peu évoqués. Je voudrais qu'on évoque plus en précision les formations du coup professionnalisantes de l'Institut de formation politique. Quelles sont-elles? Alors effectivement, après, en parallèle de ce cursus de séminaire niveau 1, niveau 2, niveau 3, on a développé un certain nombre d'écoles pour permettre d'aller plus rapidement professionnellement, être plus armé professionnellement pour rentrer dans ce secteur. Quels sont-ils? Par exemple, prenons la vie politique. Vous voulez devenir collaborateur parlementaire, vous voulez travailler auprès d'un député, d'un sénateur, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous n'avez pas de réseau. Eh bien, en 2 week-ends intensifs, on vous permet d'acquérir les bases pour travailler auprès d'un parlementaire ou d'être collaborateur d'élu. Ça peut être un maire, un conseiller général, etc. Voilà. Vous avez une formation intensive qui vous permet à la fois d'être armé pour rentrer dans ce poste et occuper ce poste, mais aussi, puisque la formation est assurée par des parlementaires, des élus, des collaborateurs d'élus, ça vous permet très vite d'avoir déjà un petit réseau, des personnes auprès de qui vous pouvez postuler et qui vous permettent de mettre le pied à l'étrier. Pour rentrer dans ce genre de poste, l'idéal, c'est d'abord de faire un stage. On a une première pied à la maison, ce qui permet de voir si ça nous correspond, et puis ensuite, si on correspond au profil et si on peut être recruté. Et une fois qu'on est rentré, eh bien, grâce à tout le réseau des auditeurs qui sont aujourd'hui collaborateurs parlementaires, il n'y a pas de grande difficulté à rentrer à ce genre de poste. Donc, par exemple, prenons un autre type d'école professionnalisante. Maintenant, les médias. Vous voulez devenir journaliste. Là encore, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous hésitez à vous inscrire dans une école de journalisme, le tarif n'est pas négligeable, vous savez qu'elles sont très orientées politiquement, et vous vous demandez même, avec vos convictions, peut-être dissidentes, dissonantes par rapport au politiquement correct habituel que vous avez vu dans votre lycée, si vous avez votre place même dans le journalisme. Là, il y a quand même 2 signaux d'espoir formidables. D'abord, la plus grande diversité médiatique qui existe aujourd'hui, avec l'apparition de nombreux nouveaux médias qui recrutent, et qui sont ouverts à des profils un peu différents de ceux qui sortent des écoles de journalisme. Alors,
Notre formation, elle est adaptée à ceux qui sont en école de journalisme. Si vous êtes en école de journalisme, on vous propose une formation complémentaire, très axée culture générale, comment travailler l'angle des sujets, essayer de sortir justement de cette route tracée du conformisme qui est souvent enseignée dans ces écoles. Si vous n'avez pas fait d'école de journalisme, on a une autre formation, un peu plus longue, toujours sur quelques week-ends, qui est l'Institut libre de journalisme, et qui vous permet, en quelques week-ends, de rentrer dans des rédactions, de démarrer ou d'approfondir un engagement dans les médias. Ensuite, libre à vous d'intégrer ou non une école de journalisme si c'est utile, ou alors, pour certains, on l'a vu depuis 2 ans qu'on a lancé cette école de formation au journalisme, eh bien, certains rentrent sans école de journalisme et ont décroché des contrats dans des grands médias. Formidable. L'IFP, c'est combien de jeunes formés par an ? Chaque année, c'est 500 jeunes qui fréquentent l'une de nos formations. Tous les week-ends, nous avons des formations. Il y a même des formations le soir. Voilà, il y a tout un panel de formations, y compris des formations à distance. Donc au total, c'est 500 jeunes qui viennent, qui fréquentent une des formations, dont 200 nouveaux. Chaque année, vous avez à peu près 350 candidats. On en retient 200 qui viennent rejoindre les rangs des autres auditeurs. De sorte qu'aujourd'hui, c'est un réseau de près de 2000 jeunes gens à travers la France qui ont pour point commun de vouloir servir leur pays, de ne vouloir non pas être des spectateurs du délitement de la France, mais des acteurs de son relèvement. Et alors, on a quand même évoqué le sujet lorsque je vous ai demandé ce que c'était l'Institut de formation politique, mais pourquoi l'avoir créé ? Vous auriez pu ne pas le créer. C'est vrai, on est parti d'un constat, d'un double constat. Un, que les partis politiques, comme les universités, ne proposaient pas une formation qui mêle un peu tous les ingrédients que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire une formation à la fois intellectuelle et pratique, une dimension de mise en réseau horizontale entre des jeunes d'une génération verticale avec leurs aînés, et qui soit un accompagnement dans l'engagement. À partir du moment où ça, moi je l'ai vu à l'étranger, je l'ai vu dans d'autres pays, et je ne le voyais pas en France, en tout cas pas à droite, eh bien il nous a paru nécessaire, avec les 2 autres cofondateurs, Jean Martinez et Thomas Millon, lorsqu'on terminait nos études, de monter cette école de formation, avec cet objectif de formation. À partir du moment où ça n'existait pas, on a essayé de réunir les ingrédients, de trouver les méthodes de financement, d'aller solliciter des formateurs, et puis aussi de convaincre des étudiants que cette nouvelle école inconnue allait leur apporter, allait leur servir. Ce qui n'était pas gagné, mais petit à petit, par le bouche à oreille ensuite, eh bien, les séminaires se sont remplis, de sorte qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de candidats que de places disponibles. Est-ce que c'est pas justement d'autant plus nécessaire aujourd'hui de créer ce genre d'initiative quand on voit par exemple, vous avez parlé de formation intellectuelle, lorsque justement l'école ne fait plus trop son travail en termes de transmission de la culture, et même on a franchement une chute de la qualité de l'expression orale de pas mal de gens, même moi j'estime que je n'échappe pas à cette règle. Est-ce que du coup c'est pas d'autant plus nécessaire aujourd'hui ce genre d'initiative ? Alors c'est vrai que ça, on va pas remplacer l'éducation nationale. Ça peut être un complément, ça peut être une aide, ça peut être un électrochoc pour voir aussi ce qui nous manque. Vous dites que votre génération est moins armée que la précédente, et nous, on est moins armés que nos aînés. Voilà, en ce moment, je suis en train de lire l'ouvrage, par exemple, de Philippe de Villiers. Quand vous voyez la qualité de la plume, les références historiques, il y a toute une génération, de leur génération, on voit qu'il y a eu un enseignement classique qui est beaucoup moins présent, je pense, dans les plus jeunes générations. Donc, à l'IFP, on va vous aider en tout cas à rétablir un certain nombre de principes de base sur des matières qui sont peu enseignées. Par exemple, l'histoire de France, les heures glorieuses de l'histoire de France, les grandes périodes, les grandes étapes charnières qui sont peu enseignées. Eh bien, vous allez pouvoir les découvrir en quelques séances. On propose des formations fondamentales comme ça pour se remettre à niveau en 10 séances. Vous avez étalé sur 3 mois et demi. Eh bien, vous allez avoir par exemple les 10 questions clés de la philosophie appliquées à des dimensions politiques. Les 10 questions clés du droit, les 10 grandes questions clés du droit. Vous ayez fait du droit ou pas, vous allez pouvoir vraiment décortiquer ça. Les 10 grandes périodes de l'histoire de France. Et les 15 questions, les 10 questions de la fiscalité. Et de sorte que vous allez pouvoir, sans faire 3 années d'études sur la fiscalité, d'histoire, vous allez reprendre un peu les bases. Ensuite, à vous évidemment de poursuivre par des lectures. Et là encore, on accompagne en proposant des bibliographies, des ouvrages de référence, un chemin de lecture pour se réarmer intellectuellement.
Alors, il y a deux personnes qui sont déjà passées dans des interviews sur cette chaîne YouTube et également dans une émission que j'anime sur la chaîne de l'Institut des Libertés, qui sont Alice, créatrice du collectif Némésis, et Stanislas, fondateur de l'Étudiant Libre, qui ont fait l'Institut de formation politique. Et d'ailleurs, ils se distinguent pas mal par justement leur qualité d'expression, leur prise de parole, qui sont souvent assez remarquées. Est-ce que vous êtes plutôt fiers d'eux? Alors, très, très fiers évidemment de ce qu'ils réalisent. Maintenant, on ne poussera pas jusqu'à dire que nous sommes à l'origine de leur initiative. Je pense qu'ils avaient déjà la flamme en eux. Si l'Institut de formation politique, il faudrait leur demander quel rôle ça a joué pour eux. Ça leur a permis d'étoffer leurs équipes en rencontrant d'autres jeunes gens. Ça leur a permis d'être plus à l'aise à l'oral. Ça leur a permis de découvrir un certain nombre d'auteurs. Eh bien, tant mieux. Et je pense que c'est le cas. Je ne veux pas parler en leur nom, mais comme ça, vous avez effectivement des dizaines, quelques centaines aujourd'hui de jeunes gens qui ont pris des initiatives et qui ont peut-être musclé leurs initiatives, qui les ont rendues plus efficaces grâce aux formations de l'Institut de formation politique. Parce qu'on essaye de les accompagner aussi sur la définition du projet, sur la constitution des équipes, sur les techniques de financement, sur aussi l'art oratoire, sur la question de savoir comment on répond à un entretien radio, entretien télé. On a un studio média à l'IFP, de sorte qu'on peut pratiquer toutes sortes d'exercices médias qui vous permettent ensuite, et c'est le cas de plusieurs de nos auditeurs, d'aller dans les grandes émissions de CNews, voire de se retrouver sur les plateaux pas faciles, comme Hanouna, mais en ayant déjà appris un certain nombre de règles, on est déjà anticipé un certain nombre d'attaques pour pouvoir neutraliser ou s'opposer à un certain nombre de ces attaques. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a fait l'Institut de formation politique. C'est Marion Maréchal qui justement avait cité cet institut comme un exemple pour ensuite son école qu'elle a fondée à Lyon, l'ICEP. Est-ce que du coup, de manière un petit peu symétrique, vous voyez l'IFP comme un ICEP de Paris? Alors, vous donniez quelques noms. Des noms, il y en a beaucoup qui ont réussi en politique, dans les médias, dans les associations, dans l'université. Vraiment, il y a plein de belles vocations. Et surtout, tout le panel intellectuel et idéologique et partisan. Hein. Vous avez vraiment des jeunes gens qui viennent des différentes droites qu'on évoquait tout à l'heure. Pour ce qui est de l'ICEP, de la création de cette nouvelle école, nous, on s'en réjouit. Plus il y a d'établissements de formation qui proposent un regard un peu différent de ce qui est proposé, qui est souvent monolithique dans l'université. Je sais de quoi je parle, j'ai enseigné au lycée, j'ai enseigné à l'université, mieux c'est. Donc je crois qu'ils ont leur spécificité. Dans cette école à Lyon, c'est plutôt un master, vous faites une formation à l'année. À l'IFP, c'est vraiment des formations en parallèle de vos études. C'est toujours complémentaire de vos études. Que vous fassiez une école professionnalisante, ça a lieu quand même le week-end ou le soir. Et comme les week-ends dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, tout est fait en parallèle de vos études ou de votre activité professionnelle. Et encore une fois, maintenant, également, c'est ouvert aux lycéens. Et donc, on adapte en fonction des dates qui sont disponibles pour les lycéens. Que font les jeunes passés par l'IFP ensuite? Alors, ils s'engagent de différentes manières. Lorsqu'on a créé l'IFP en 2004, au début, une grande majorité d'entre eux voyaient leur engagement politique au sens d'engagement dans la cité. C'est comme ça qu'il faut entendre le nom d'Institut de formation politique, c'est politique au sens large. Ils étaient majoritairement engagés dans les partis politiques, s'engager en étant candidat, en étant collaborateur d'élus. On a vu une mutation claire depuis quelques années, notamment le grand tournant de la Manif pour tous, 2013, a été un vrai facteur d'enthousiasme chez beaucoup de jeunes qui étaient plus engagés, qui se sont engagés. Et puis on a vu aussi une mutation de la forme de l'engagement, avec un engagement qui va irriguer des terrains comme l'associatif, comme l'éducatif, comme le médiatique, qui étaient des terrains délaissés. Donc voilà la grande bascule. Mais globalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de formes d'engagement. Certains vont choisir de s'engager dans l'armée. Certains ont une vocation religieuse. Vraiment, c'est tous les jeunes qui ont soif de sens, qui ont envie de servir le bien commun, qui ont envie de servir le pays, qui ont envie de faire le bien. Et du coup, qui soit viennent à l'IFP pour traverser une période de discernement, en fait, pour trouver la voie de leur engagement, soit pour étoffer leur engagement, le muscler, voire le réorienter. Et ensuite, ces engagements sont très divers, mais principalement
en politique, dans les médias et les associations militantes, les groupes de pression, les laboratoires d'idées, les groupes d'action, les groupes de réinformation, par exemple. D'accord. Vous avez parlé un petit peu de réseautage. Alors aujourd'hui, et encore plus spécifiquement pendant la période de Covid, de confinement répété, je trouve qu'il y a un isolement, j'ose le mot, des jeunes de droite. Je vois par exemple dans les commentaires sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'un isolement et d'une intolérance de leur entourage, et donc qui ne sont pas heureux tout simplement d'avoir leurs opinions politiques dans la société dans laquelle on vit. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de très important que ces jeunes-là justement puissent se rencontrer pour enfin discuter librement et pouvoir assumer leurs idées? Oui, une des raisons de la création d'instituts de formation politique, c'est aussi celle-là. C'est sortir de cette pression psychologique du progressisme, selon lequel, d'abord, il y a des lois dans l'histoire contre lesquelles on ne peut pas revenir. On suivrait une mise en place d'un certain nombre de mesures qui nous conduiraient vers un progrès civilisationnel, et qui, évidemment, toutes ces mesures viennent de la gauche, viennent du progressisme. Donc déjà, savoir que toutes ces mesures, c'est le fruit d'une volonté politique. Et donc, ce qui a été fait peut être défait, et on peut tout à fait défendre le point de vue inverse, premièrement. Deuxièmement, c'est de lutter contre l'isolement. À force d'être dans des classes, dans des amphis, où on vous répète que vous êtes minoritaire, que vous êtes condamné à perdre, que vous êtes les perdants de l'histoire, eh bien, on peut finir par le croire. En réalité, c'est une guerre psychologique qui est menée, qui est vieille comme le monde. Vous pouvez lire le petit ouvrage de la subversion de Roger Mucchielli, qui est un classique, et qui décortique un certain nombre de ces principes de pression psychologique pour vous faire perdre. La meilleure technique pour vous désarmer, c'est de vous faire perdre psychologiquement. Et donc l'IFP participe de ça, participe de lutter contre ça en permettant de se retrouver, montrant qu'en fait on est nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on le croit. Bien sûr, vous êtes minoritaire dans votre classe et votre amphi, mais en fait, tous les acteurs sont minoritaires. Une grande majorité sont des spectateurs. Mais ils suivront les acteurs qui seront capables aussi de s'exprimer. Donc en prenant la parole, même seul dans votre école, vous semez déjà des graines autour de vous, vous êtes en train d'étoffer vos équipes, peut-être certains vont vous rejoindre sur un court ou moyen terme. Bien, l'Institut de formation politique a vocation à faire se réunir tous ces acteurs, tous ceux qui vous écrivent, qui vous soutiennent, qui vous lisent et qui veulent se former, pour être une véritable force, pour constituer, au-delà des individualités, un véritable mouvement qui va nous permettre demain de reprendre la main sur la destinée de notre pays. C'est l'objectif clair et net. Si on ne veut pas que notre pays continue à s'enfoncer, il va falloir répondre présent. Et on va avoir besoin de tout le monde, de chacun d'entre ceux qui nous écoutent et qui vous suivent. Est-ce que, justement, dans le cadre de malgré justement cette guerre psychologique que vous venez d'évoquer, est-ce que nous ne sommes pas quelque part en train de gagner la bataille des idées? Alors, je crois qu'il y a une double réponse. La première, c'est: est-ce que sur le terrain intellectuel, il y a une hégémonie culturelle, pour reprendre les termes de Gramsci, qui est défendue par certains auteurs de gauche qui nous font croire que ça y est, on a emporté, on a tout gagné, ils sont soumis. Faut quand même rester réaliste. Ils occupent les universités, ils occupent les centres de recherche comme jamais avant. C'est-à-dire que même il y a 20 ans, vous aviez beaucoup plus de professeurs différents, dissidents. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu faire rentrer leurs élèves parce que la gauche, l'extrême gauche, contrôle souvent les conseils de sélection pour devenir universitaire. Donc, ils contrôlent les centres de recherche, ils contrôlent les universités comme jamais auparavant. Donc, sur ce plan-là, on ne peut pas dire qu'on ait gagné. Et ils sont même dépassés sur leur gauche par des nouveaux courants, des coloniales, racialistes, etc. etc. Maintenant, dans le débat public, dans le débat politique, dans le débat médiatique, incontestablement, il y a des progrès. D'abord, la droite est moins complexée pour affirmer ses idées. Deuxièmement, elle a beaucoup plus de vecteurs pour les exprimer, avec tous ces médias qui ont été créés, des forces de frappe sur les réseaux sociaux. Bien sûr, je pense au boulevard Voltaire, à Damoclès, à toute la nouvelle génération de valeurs actuelles qui est en train vraiment de prendre de l'essor. On peut saluer aussi les efforts qui ont été faits au sein du Figaro par le Figaro Vox pour vraiment faire émerger d'autres courants intellectuels, pour faire vivre
les idées de droite et qu'elles puissent s'exprimer. Donc, de ce côté-là, dans le débat public, clairement, on progresse, on gagne du terrain, mais aussi parce que c'est la réalité qui parle pour nous. C'est la réalité qui nous donne raison. Sur l'immigration, sur l'économie, sur la défense des libertés, sur le mondialisme contre le principe de subsidiarité, la nécessité que les Français reprennent la main sur la destinée de leur pays, contre cette tendance au supranationalisme qui éloigne les décisions publiques des citoyens. Tout ça, effectivement, sont des thématiques sur lesquelles on est en train de progresser parce que la réalité nous explose à la figure. Est-ce que du coup, alors je ne sais pas si les instituts comme l'Institut de formation politique ou l'ICEP contribuent à ce gain de terrain, je trouve, dans la bataille des idées, mais en tout cas, est-ce que ça ne nous permet pas derrière d'avoir possiblement une classe dirigeante qui est prête justement à derrière prendre des responsabilités, prendre acte du fait qu'on a raison, et donc maintenant, il faut qu'on assume. Exactement, c'est vraiment l'enjeu, après avoir analyser, critiquer, proposer. Il va falloir demain se préparer à diriger, à gouverner, non plus rester en dehors, observer, mais vraiment rentrer dans la mêlée. Et donc, il faut s'engager en politique, il faut se présenter aux élections, il faut travailler auprès d'élus pour les encourager, les soutenir, etc. Il faut aller dans les médias, il faut demain aussi aller dans l'administration, se préparer, encore une fois, à gouverner. J'ai le sentiment que c'est une idée qui monte, l'idée sur laquelle on n'est pas condamné à être spectateur quand on est de droite. Le temps va venir, il s'approche, c'est incontestablement. À nous maintenant de s'armer pour pouvoir demain gouverner. Et donc, il y a plein de secteurs dans lesquels il faut s'engager, il faut s'investir, il faut passer des concours de l'administration, il faut faire de la politique, il faut aller dans les médias. Oui, il faut, pour répondre clairement à votre question, il faut se préparer à gouverner. Formidable, je crois que nous avons terminé cet entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et je dis ensuite aux auditeurs, aux spectateurs, à la prochaine. Très bien, merci de votre invitation et puis je leur donne rendez-vous pour tous ceux qui le souhaitent à l'Institut de formation politique. À très bientôt. À très bientôt.